Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission, votre émission Les Plumes Concertantes. Alors l'émission de ce soir, je peux vous le garantir d'avance, sera tout à fait particulière dans la mesure où nous avons un invité de marque, un invité spécial que je m'en vais donc vous présenter tout de suite. Il s'agit donc de Monsieur Ilunga Mvidia. Bonsoir Monsieur Ilunga. Bonsoir. Alors très très ravi de vous recevoir dans le cadre de cette émission. Parce que vous êtes donc l'auteur de ce recueil poétique dont nous allons parler ce soir, qui porte l'intitulé de Chants de libération, qui est paru donc aux éditions L'Harmattan. Okay. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la parution de ce recueil de poèmes constitue pour vous l'accomplissement d'un certain rêve d'enfance, un rêve que vous avez caressé pendant longtemps, qui ne s'est pas réalisé tout de suite à cause des vicissitudes peut-être de la vie? Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, ce recueil-ci, Chants de libération, constitue simplement l'accomplissement de ce rêve d'enfance? Non, les rêves, c'est rien du tout. Les rêves n'est pas fini. Ce qu'on a publié là, c'est pas un quart de ce que j'ai dans les cartons. Hein. Il y a plus de 200 pages de poèmes que je dois finaliser qui sont dans les cartons. Mais les amener avec les yeux, peut-être on me parle du dictaphone, il faut trouver le moyen de faire ça. Mais il y a les autres là qui sont en lecture chez Harmattan. Hein. Regardez ce que vous dites. Il est temps, non, il est le temps impondérable, impassible, immuable, insoupçonnable, invisible et même, à quelques égards, impitoyable, troublant, déroutant. Et le temps, dans ce cheminement sournois, soit vous laisse au bord du chemin, soit vous conduit au mauvais ou à bon port. Il vous emmène dans une destination où ni l'avenir, ni le devenir n'avaient donné la moindre idée à un voyage conscient ou inconscient. La petite main qui jadis griffonnait quelques bouts de verre sur un bout de papier n'avait rien réalisé, ni par curiosité, ni par idéal. La petite main, et je présume que c'est vous, écrivait, semble-t-il, des vers. À quelle fin? Toujours est-il en fait que la petite main, élève d'alors, avait comme ambition d'écrire. Mais le destin n'était pas au rendez-vous avec elle. Elle a vu devant elle les horizons s'ouvrir et se fermer. Elle est allée dans le monde du savoir avec la prétention de chercher à savoir. Qu'est-ce qu'elle a su du savoir ou de la manière de savoir? Rien. Peut-être un diplôme sans objectif précis accordé avec tintamarre et fracas. Elle est venue dans la vie avec les autres, à côté des autres. Et dans cette fournaise à intérêt et à convoitise croisée, la culotte de la petite main s'était usée pour peu de choses. Malgré elle, la petite main est dans l'arène des vivants qui l'ont regardée avec bien de méfiance et d'intimidation. La petite main avait son ambition d'écrire en jeu. Quel désespoir, quelle déception. La parenthèse a laissé la petite main dans le creux de son idéal littéraire.
4 décennies ont enseveli dans l'oubli les petits bouts de verre. La petite mère revient à ses premiers amours. Ces bouts de verre sur un bout de papier peuvent-ils ressusciter après tant d'années? Trouverait-il de l'espoir? La petite main s'en remet au lecteur et espère que celui-ci réveillera ses goûts de la muse. Alors, moi, ma question, est-ce qu'il s'agit toujours d'une petite main ou de l'appréhension générale des gens, cette petite main est devenue une grande main finalement? La petite main reste la petite main parce que toujours en train de poser la question. Hein? Est-ce qu'on sait du savoir? À quoi ça sert le savoir? Et à quoi ça sert l'écriture? Et vous répondez quoi? Aujourd'hui, ici, dans mon pays, ici, ce recueil de poèmes est sorti. Combien de gens l'ont lu? J'ai déposé 20 il y a un mois dans une librairie. J'ai téléphoné il y a quelques jours. Il n'y a pas un seul exemplaire acheté. Est-ce qu'on peut penser qu'on peut garder la mémoire de Lumumba quelque part? Est-ce qu'on peut penser qu'on peut rappeler la mémoire de martyr du 4 janvier quelque part? Hein? Et on m'a dit que ce recueil de poèmes a un point de vente au Grand Hôtel, à l'hôtel Memling, à la surface, à son frère. Mais si pendant plus d'un mois, personne n'a pu jeter sur ce recueil-là, je crois que l'autre avait dit errer le peuple qui chante et qui danse. Moi, je crois malheureux un peuple qui ne réfléchit pas et qui ne lit pas. Nous sommes des morts vivants. C'est l'impression que vous avez du Congolais ou de la population congolaise que c'est un peuple qui ne s'adonne pas à ces activités-là et donc qui ne veut pas ou refuse d'entrer en connaissance de la littérature qui est pourtant une richesse pour construire la mémoire collective. C'est l'image qu'on garde du Congo et du Congolais. Le problème que nous avons, vous savez, il y a Tonbi qui a parlé des défis. Il y a les défis forts, il y a les défis faibles, il y a les défis moyens. Alors, quand les gens sont devant une difficulté primaire qu'ils ne peuvent pas résoudre, c'est difficile d'accéder aux activités supérieures. Et donc, vous pensez que c'est ça la raison? Alors, vous voyez, un ventre affamé, il ne peut pas réfléchir. Donc, nous sommes un peuple qui a ramené... D'abord, on a détruit tout le tissu colonial de l'économie. Les tissus post-colonial qu'on a essayé de monter, on a détruit 10 ans après. Nous sommes dans un pays où les gens n'ont pas de revenus. Alors, si c'est quelqu'un ne peut pas acheter un journal, il n'a pas de revenus. Si c'est autant vrai que ça, pourquoi vous écrivez finalement? Par prestige ou par devoir? Et non, peut-être pas nécessité. Hein? La nécessité est en dehors du hasard. C'est ce qui est intéressant dans la dialectique. La nécessité fait qu'un fait est-il nécessaire à un moment donné? On va parler justement de votre recueil, et spécialement d'un titre qui, moi, a retenu ma particulière attention. Vous l'avez intitulé Patrice Emery Lumumba. Vous l'avez écrit le 12 décembre 1963. À l'époque, vous n'aviez que 21 ans, comme ça, on va dire. Mais ce que vous avez écrit à l'âge de 21 ans, justement, m'a laissé un peu comme subjugué. Je suis resté accroché, justement, dans ma lecture parce que à 21 ans, vous écriviez déjà superbement bien. En tout cas, je le pense profondément. Et surtout, l'abord que vous faites dans ce poème, où vous commencez par expliquer, mais de manière tout à fait magistrale, ce qu'ont connu nos peuplades, nos ancêtres, et donc ce drame de la traite négrière, pour aboutir justement à celui que vous considérez comme héros, Patrice Emery Lumumba. J'imagine que si vous avez décidé d'écrire sur Lumumba, ça veut dire que c'est un personnage qui vous a fortement marqué et que vous avez décidé peut-être de le faire savoir à l'intention peut-être des générations futures. Quelle perception gardez-vous justement de cet homme, Lumumba, aujourd'hui, plusieurs années après sa mort? Je vais vous raconter une histoire et j'ai dit ça à son fils. J'étais à l'Athénée d'Nkelekele à Lodo en 60. Et Nkelekele, les bâtiments de l'internat donnaient d'eau à ce qu'on appelle le camp colonie. Nous sommes descendus par la cheminée. Le monde faisait partie de ce qu'on appelle le gouvernement général.
Il était venu à Lobo après les élections parce que les MNC Kalonji et les MNC de Mombassi se mettaient ensemble. Ils formaient le gouvernement à Lobo contre l'autre à l'Assemblée provinciale où il y a l'autre parti, c'était l'autre frère. Et le monde nous a demandé, je te le vois. C'était les 3, je me souviens très bien, le 3 juin. C'était vers 2h du matin ou 1h du matin. Les surveillants du jour nous avaient fait descendre, je compte que tu as fait une dizaine, par la cheminée pour aller chez un certain Louhata. Je ne sais pas s'il est encore là. Et le moment où je reste ici, je forme le gouvernement à l'époque. Et je vais fonder un grand journal pour la jeunesse. Alors ici, nous sommes majoritaires avec Kalonji. J'ai dit de former le gouvernement, il ne veut pas. Il veut toujours tomber dans les panneaux des Blancs qui veulent nous opposer. Et il faut négocier que vous restiez ici. Mais Kalonji ne veut pas. Il veut pas ici. Et il dit, le Mumba, qui va avec moi à l'époque? Nous avons eu toute peur. Il y a un ami qui est venu, c'est Kalonji Kabassere Kapon. Il était à l'école de moniteur. Il a même été l'ambassadeur au Caire de la Ligue populaire du Congo. Vous voyez? Alors l'autre image, je vous ai dit que nous avions regroupé en Kankokoro. Et bien quand Podo a amené le monde à arrêter au Kankokoro à 16h, j'étais en face. J'ai envie de faire. Vous l'avez vu? J'ai vu le monde. Il était menotté. On comprend votre émotion. Je l'ai vu. On l'a amené au Kankokoro. Et c'était dans un hélicoptère d'une certaine ambassade, dont je ne vais pas citer le nom ici, qui avait été recherché. Et c'est la dernière fois que vous l'avez vu? Oui, la dernière fois que je l'ai vu. Je l'ai vu le soir. J'ai un commandant du camp chez qui j'ai passé la nuit au Kankokoro. Je ne donne pas son nom. Le jour qu'on a pris pour amener à Tétu à 3h30. L'officier là, je ne sais pas s'il vit encore. Et cet officier Rumba lui a dit, tu me fais ça, c'est moi qui t'ai nommé. Il s'est mis à dire, je donne pas ça. Il est connu. Ok. Mais je remarque aussi que dans votre écriture, ça ne vous empêche pas de critiquer un peu ce même Lumumba. Évidemment, ce n'est pas une critique acerbe. Je vous lis. Oh Lumumba, reviens, Congo meurt sans secours. Mais Lumumba, permets-nous cette critique. Par hasard quelques villes caporaux. Par ce fait, tu commis un crime politique. Car ces chanceux furent des grands bourreaux. Aujourd'hui généraux, ils mènent leur besogne, soutiennent sans raison un régime haï, prennent l'armée avec l'esprit d'un ivrogne et compromettent tant de vies de ce pays. Je ne prends que ce paragraphe. C'est un reproche? C'est un reproche et je vous dis que j'étais à l'école de Pipi. Hein. Et les gens qui sont venus ici de l'école centrale, hein, parce qu'en fait, les gens qui sont venus au pouvoir là, je les ai vus à Lobo. Je ne cite pas leur nom. C'était les plus gradés, c'était ce qu'on appelle les sergents majors.